Alors, bonsoir à tous. Madame Isman Sylviane Serrouillat est née à Oran et elle a vécu l'exil des Pieds Noirs qui l'a amenée jusqu'à Angers. Pourquoi Angers? Je ne sais pas, vous pourrez lui poser la question. Peut-être des coques d'abord aussi. Puis elle a étudié à l'Institut hispanique de Paris qui dépend de la Sorbonne avant de devenir professeure d'espagnol. Elle est d'ailleurs passionnée d'histoire. C'est à la mort de son père Jacques Serrouillat, né à Oran, que Sylviane Serrouillat réalise que les derniers témoins de sa famille s'en va. Et pour ses enfants et ses petits-enfants, dans un souci de transmission, elle décide d'essayer de retracer l'histoire de sa famille. De nombreuses recherches l'amèneront jusqu'à son ancêtre Moïse Serrouillat, d'où le titre et la conduiront à écrire ce livre passionnant qu'elle va vous présenter ce soir. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier tous pour votre sympathique présence. Je voudrais remercier aussi la synagogue de Fréjus et de M. Rabat pour leur accueil chaleureux et toute l'organisation de cette soirée. Je remercie également mon ami Jean-Marc pour sa présentation. Mais c'est pour ça que je demandais aux gens si vous ne voulez pas vous rapprocher, parce que c'est pas évident, je ne veux pas le mettre. Voilà. Donc, voilà, avant d'évoquer la mémoire de cet ancêtre, Moïse de Périgord, qui s'appelait en fait Moïse Serrouillat, mon arrière-grand-père, je voudrais évoquer la mémoire de ma mère. Tout simplement ma mère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 3 septembre, elle aurait eu 3 septembre, ma mère aurait eu 5 ans. Voilà, juste pour ça. Elle est décédée il y a 4 ans et petit pincement au cœur aujourd'hui. J'ai un petit pincement au cœur en pensant à elle. Bien, je voudrais dire aussi que, avant de commencer et de répondre à la question de Jean-Marc, je voudrais dire que je dédie cette conférence à tous nos frères et sœurs d'Israël, à tous nos Yalim, à tous nos otages, en espérant qu'ils reviennent vite et en bonne santé, si Dieu veut, le temps possible. Voilà. Et c'est notre espoir que je commence ma conférence en disant un Israël. Donc, une première question, c'est pourquoi tu lui as mis déjà cet ouvrage sur ton arrière-grand-père Moïse? Pourquoi lui et pas une autre personne de ta famille? Alors, l'idée d'écrire ce livre m'est venue en fait après le décès de mon père. En fait, je ne voulais pas écrire un livre, je voulais tout simplement dire un hommage. Au fond, on n'entend pas assez bien, il faut rapprocher le micro. Rapprochez le micro. Rapprochez-le encore. Oui, maximum. Bon, comme ça, là. Non, ça marche pas un petit peu. Comme ça, il marche? Ah oui. Oui. On va mettre plus fort. Alors, je vais essayer comme ça, c'est mieux? Non, c'est pas ça. Bon, alors, c'est mieux. Donc, je disais que l'idée d'écrire ce livre m'est venue après le décès de mon père. J'ai voulu lui rendre hommage et c'est comme ça que j'ai été conduite à faire des recherches, d'abord généalogiques, ensuite historiques et ensuite écrire ce livre. Et en fait, pour moi, c'était une façon de retenir l'image de mon père pour ne pas qu'elle sombre dans l'oubli, une façon aussi d'extérioriser tout l'amour filial que je lui portais. Et c'est comme ça que j'ai été menée à retrouver le parcours de ses ancêtres et de nos ancêtres et de reconstituer un petit peu l'histoire de tous ces juifs de l'ouest du bassin méditerranéen. Et en fait, à travers l'hommage rendu à mon père, c'est à tous nos ancêtres que je rends hommage, justice et dignité.
à tous leurs sacrifices, leurs choix que nous existons aujourd'hui. Donc, dans ce livre, c'est avant tout un travail de reconnaissance filiale et de mémoire collective que je fais. Mais c'est aussi un travail pédagogique de transmission que je fais. Marc a dit que j'étais professeur j'ai une longue carrière de professeur. Et donc, le travail de la pédagogie m'a toujours tenu à cœur. Et là, dans ce livre, j'ai transmettre toutes les connaissances que j'avais acquises au cours de ces longues années de recherche. Ce travail de transmission s'adresse bien évidemment en premier lieu à mes petits-enfants, j'en ai 12, c'est un exemplaire, la charme. Et donc, il s'adresse à mes petits-enfants pour qu'ils puissent se positionner dans le futur, avancer solidement et sans crainte vers leur avenir. Il y a une très jolie phrase d'un historien italien que vous connaissez certainement, Antonio Gramsci, qui dit que celui qui ne sait d'où il vient ne peut savoir d'où il va. Donc cette phrase illustre très bien la démarche. Ce travail de transmission s'adresse bien évidemment à tous ceux dont les ancêtres ont eu un parcours similaire à celui de Moïse. Parce qu'en définitive, mon ancêtre, Moïse, c'est pour ça que je me suis intéressée à lui, il a eu un parcours très représentatif de celui de milliers de Juifs. Donc voilà une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à lui. Un parcours exemplaire, puisque comme lui, des milliers de Juifs ont quitté le Maroc pour venir en Algérie chercher de meilleures conditions de vie. C'est aussi un parcours exemplaire de toutes les époques de migration, voulues ou non, heureuses ou malheureuses, et en cela son parcours aussi est intéressant. Je me suis intéressée à cet ancêtre aussi en raison de toutes les épreuves qu'il a endurées. Je me suis intéressée aussi parce qu'il a eu aussi un parcours, non, parce qu'il a été le témoin de tous les formidables bouleversements qu'il a vus et entendus, qui se sont produits à une époque en pleine effervescence politique, sociale, économique, et qui se sont produits dans cette ancienne colonie ottomane qui a pris le nom d'Algérie en 1839. Donc voilà en quoi ce personnage est intéressant. Et puis je me suis intéressée enfin à lui en raison de sa mort étonnante, jeune, à l'âge de 37 ans, dans des conditions dramatiques que j'ai rapportées justement dans le livre. Et c'est à lui en particulier, Jean-Marc, que j'ai voulu rendre justice, honneur et dignité. Pour l'écriture de ton livre, tu t'es servi de nombreuses références familiales et historiques. Concernant la démarche généalogique, comment as-tu procédé pour rechercher, trouver, réunir autant d'informations et de documents? Où as-tu fait tes recherches? Alors, c'est simple. J'ai commencé par ce que j'avais, la matière que j'avais. Donc, au décès de mon père, j'ai consulté toutes ses archives personnelles dans son bureau, des photos, des lettres familiales, des lettres administratives, des documents administratifs, des fiches d'état civil. Et donc, tous ces documents ont révélé des noms, des dates, des lieux, des événements qui ont mené à des recherches généalogiques, familiales, historiques, sociales et administratives. Mais elles ont effectivement esquissé un embryon de parcours familial et tout de suite, évidemment, engendré des questionnements. Je me suis retournée vers des membres connus ou inconnus de la famille que j'ai interviewés. C'est comme ça que j'ai été amenée à rencontrer il y a une dizaine d'années le père de Tchef, qui porte le même nom, et je voulais savoir si on était de la famille. Donc j'ai mené des recherches un petit peu au hasard.
bon, les membres de la famille ou les gens que j'ai rencontrés ont répondu certes de bonne grâce, mais les réponses étaient insuffisantes, incomplètes, incertaines et surtout subjectives. Donc là aussi, ces réponses étaient sujettes à questionnement. Et donc, pour avoir des réponses certaines, je suis allée dans des centres d'archives, nationaux, comme le CAON. Je ne sais pas si vous connaissez le CAON. Le CAON, c'est le site du Centre des archives d'outre-mer qui se trouve à Aix-en-Provence, pas loin d'ici. C'est là que sont conservées les archives d'Algérie qui ont plus de 100 ans. Donc les archives qui concernent la période française de cette colonie. Là, j'ai retrouvé des fiches d'état civil concernant des membres de la famille. Ça m'a permis de connaître, de savoir, de trouver des membres de la famille que j'ignorais. Je suis allée également au 40. Le 40, c'est le centre d'accueil et de recherche des archives nationales à Paris, à la rue des Archives. Pour y aller, il faut avoir un rendez-vous. Et donc là, j'ai retrouvé tout le dossier de naturalisation de mes arrière-grands-parents. Ils ont été naturalisés en 1888. Ils ont fait une demande de naturalisation collective, c'est-à-dire le couple avec ses enfants. Et pour prouver qu'ils étaient mariés, ils ont fait traduire la kitouba, leur acte de mariage religieux. Comme ils n'étaient mariés qu'à la juive, ils n'étaient pas passés devant un rabbin, donc ils ont fait traduire leur kitouba. Et donc c'est très intéressant la lecture de cette kitouba. Elles sont pesant d'or parce qu'il est dit dans cette kitouba, j'ai mis une photocopie à la fin du livre, que ses ancêtres qui sont mariés en 1880. Donc on est loin de 1492, 4 siècles après. Dans quel pays? Oran. Là c'est... Oui. À Oran, ils sont mariés donc en 1880 à Oran. Donc 4 siècles après 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et il est dit dans cette kitouba que ses ancêtres se sont mariés sous les lois des Juifs de Castille, avec en cas de séparation une indemnisation en monnaie espagnole. Donc ça dénote, ça montre que ces ancêtres étaient fortement attachés à leur tradition, à leur coutume judéo-espagnole. Je suis également allée à la BNF, à la Bibliothèque nationale française, pour lire les journaux de l'époque, pour me retremper dans l'ambiance anti-juive qui prévalait dans la colonie. Et là, au fil de mes lectures, j'ai trouvé plusieurs articles dans des journaux d'Algérie, de Marseille, même de Madrid, des articles concernant mon arrière-grand-père. Et j'ai notamment appris dans quelles conditions malheureuses et dramatiques il était décédé. Voilà, et puis lors de mes voyages à l'étranger, en Israël ou aux États-Unis, j'ai glané des informations qui m'ont permis de construire ce livre. Mais j'avoue que c'est la lecture d'articles, de journaux, de travaux d'études historiques, sociologiques, avec des analyses explicatives, des précises et argumentées qui m'ont permis de comprendre le parcours de cet ancêtre et de ses ancêtres. Internet aussi a été un formidable outil pour exhumer des renseignements et aider à construire la biographie de cet ancêtre. Voilà comment j'ai mené ces recherches qui se sont étalées sur plusieurs années, j'avoue, puisque bon, j'ai fait ça, disons, un peu à temps perdu, puisque j'ai une carrière d'enseignante à temps complet, une vie de mère de famille, de 4 enfants, voilà, donc c'était à temps perdu, je pouvais rester quelques mois sans rien faire, et puis travailler ensuite et avancer fortement. Je dois dire que toutes ces recherches sont le fruit de patience, de persévérance, mais aussi le fruit de beaucoup de chance, du hasard. Voilà. Dans ton livre, tu mélanges la petite histoire, celle de ta famille,
la grande histoire, car ce livre est bien plus qu'une simple biographie. C'est une partie de l'histoire du peuple juif, et plus particulièrement du judaïsme séfarade. Une histoire qui débute en 1492 avec le décret de l'Alhambra, pour s'achever en 1962 à la fin de la guerre d'Algérie. Comment as-tu fait pour remonter le temps? Quelle est la formule du contenu de ton livre? Alors, merci. Vous voulez le pied, non? dans ce livre, pardon? Vous voulez poser le micro sur le pied? Non, mais ce sera plus loin. Non, non. À la bonne sens pour que vous n'ayez rien à faire, le son. En premier lieu, je raconte. C'est trop. Ou alors je tiens la dans une famille judéo-espagnole, très fière de ses origines, de sa prétendue noblesse espagnole. Donc une famille qui vient d'Espagne. Il arrive à l'âge de 1 an à Oran avec sa famille, fuyant les conditions de vie malheureuses dans la ville de Tétouan, cette petite ville qu'on appelait pourtant autrefois la petite Jérusalem, et où les conditions de vie s'étaient fortement dégradées. Il se marie en 1880 avec sa cousine, Jemol Katan. C'était typiquement à l'époque d'avoir des mariages entre cousins. Et donc il se marie en 1880, alors qu'a déjà bien commencé la crise anti-juive en Algérie. La crise anti-juive elle a commencé en 1870 dès le décret Crémieux, la promulgation du décret Crémieux. Il se marie donc en 1880 quand aussi a commencé la construction de la grande synagogue d'Oran. Il y a beaucoup d'Oranais dans la salle, donc vous devez avoir en tête la mémoire. Oui, c'est devenu une mosquée. Et donc, c'était un monument d'architecture dont je rappelle la joie qu'elle avait procurée au moment de son inauguration après à la fin de la Première Guerre mondiale. On avait fait venir des pierres de Jérusalem pour la construction. On dit qu'elle avait les plus belles orgues d'Europe. Donc c'était vraiment un monument d'architecture. Il se marie aussi en 1880, l'année où un rabbin tétouanais du nom de Samuel Nahon interdit tout mariage entre des juifs oranais et les juifs tétouanais. Voilà. Ça, il faut le savoir, ça montre bien que cette communauté juive tétouanaise à Oran, en Algérie, était très imbue de son origine. Elle est très fière, il se considérait comme la noblesse espagnole. Bien, donc ce couple a 5 enfants, dont 2 décèdent à 15 jours d'intervalle. Et voilà, donc cette famille acquiert, comme je disais, de la naturalisation française en 1888, en pleine crise anti-juive. Et voilà, cet ancêtre meurt en 1891, laissant une famille éplorée. Et donc dans le livre, je rappelle les grandes étapes de sa vie, à partir des différents documents administratifs retrouvés le concernant lui ou sa famille, et je rappelle donc aussi les différents rites et coutumes qui l'ont façonné et animé. Et sa figure dans le livre, donc, elle émerge de toutes ces recherches, de tous les questionnements, hypothèses et déductions faites à partir des documents Et pour mieux comprendre le parcours de cet ancêtre, de ses ancêtres, ses choix de vie, ses déménagements, ses changements de métier, son évolution, son ascension sociale, je les resitue dans les différents contextes économiques, sociaux, politiques des pays ou des époques traversées. Et donc là, ça m'amène à raconter une deuxième histoire, l'histoire de cette partie des Juifs espagnols expulsés d'Espagne et qu'on a appelé en hébreu les Mégorachim. Ce sont donc 2 histoires que je raconte dans le livre, 2 histoires non pas parallèles, mais 2 histoires qui
qui se rencontrent, qui s'imbriquent, qui se répondent l'une à l'autre, et le livre est une interaction, un va-et-vient entre la biographie et la fresque historique, entre le roman et le document. Et donc la biographie exemplaire de Moïse devient ainsi le prétexte et le fil conducteur pour raconter l'histoire de cette partie des Juifs de l'ouest du bassin méditerranéen, qu'on appelait donc les Négorachites. Et Moïse est un exemple très représentatif de cette histoire, et en ce sens, cette dimension sociologique et historique sont incontestables. J'ajoute, pour terminer avec cette question, que j'ai voulu faire un texte littéraire avec des passages romancés où la fiction et l'imaginaire s'appuient sur la réalité et sert à mieux l'ancrer dans l'espace et le temps. Il sert aussi à faire participer le lecteur, au faire rappeler, puisqu'il peut s'identifier au héros Moïse ou à d'autres personnages ou personnes qui sont théoriques. Donc la biographie de Moïse est donc le fil conducteur de ton livre. Il est très bien documenté et très bien écrit. Quel événement majeur ou mineur cette biographie peut-elle rappeler? Alors, en premier lieu, elle rappelle les grandes lignes historiques et les événements dramatiques qui ont jalonné l'histoire des Juifs d'Espagne. Comme vous le savez, les Juifs d'Espagne ont subi toutes sortes de pressions depuis le haut Moyen-Âge pour se convertir. Ils ont subi les baptêmes sanglants de 1391. Ces baptêmes sanglants ont commencé à Séville. À Séville, on a eu 4000 Juifs qui ont été brûlés cette année-là, parce qu'ils refusaient de se convertir. Et puis ces baptêmes sanglants se sont poursuivis vers le nord, en Castille, en passant par le pays valencien, jusqu'en Aragon, en Catalogne et jusqu'aux Baléares. On a eu 5000 Juifs assassinés entre Barcelone et le pays valencien. Donc cette année-là, on a eu plus de 10 000 Juifs assassinés en Espagne, 1391. Donc ce que je veux dire, c'est que l'expulsion de 1492, qu'on appelait le Guérouche en hébreu, donc prononcée par l'édit de l'Alhambra du 31 mars 1492, fait suite au constat des rois catholiques qu'il était impossible de convertir et d'absorber les Juifs dans la société espagnole, d'autant qu'on les soupçonnait très fortement d'inciter ceux qui s'étaient déjà convertis, les conversos, qui s'étaient convertis de gré ou de force, les inciter donc à judaïser, à maraniser, et donc c'était insupportable pour l'Église d'avoir ces Juifs dans la société espagnole, donc il fallait les expulser. D'ailleurs, cette expulsion des Juifs faisait suite à la reconquête de janvier 1492, où là aussi on avait déjà expulsé les musulmans d'Espagne. Donc c'était une façon de réunifier l'Espagne sur le plan religieux. Donc, au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, les historiens s'accordent à dire qu'il existait à peu près 300 000 Juifs en Espagne. Les 2 tiers vont opter pour l'exil. Un tiers va se convertir plus ou moins sincèrement, va rester. Et dans un premier temps, on va avoir 80 000 Juifs qui vont aller vers le pays voisin le plus proche, c'est-à-dire le Portugal. Mais pas pour longtemps, puisque 4 ans après, en 1496, ils vont être de nouveau expulsés d'Espagne, et ça va être les chemins de l'exil aussi, et et quelques années après, en 1531, l'Inquisition va les poursuivre aussi avec des histoires dramatiques où on enlève les enfants à leurs parents pour les élever dans le catholicisme et en envoyant les
parents aux colonies pour travailler la terre. Évidemment, très peu de ce qui se passe en Espagne est symptomatique de ce qui se passe dans le reste de l'Europe, et très peu de pays chrétiens vont accueillir les Juifs. La Hollande qui est un pays protestant, va accueillir à peu près 2000 Juifs, peut-être des plus riches. Les villes de Livourne, Nice, Venise vont accueillir à peu près aussi 5000 Juifs. C'était des villes indépendantes. Mais la grande majorité de ces Juifs va aller vers les pays musulmans du pourtour méditerranéen. Avant de vous parler de cette grande majorité qui va aller dans les pays musulmans, je voudrais évoquer avec vous cette toute petite minorité de Juifs qui va devenir pirates. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire des pirates juifs. Il y a une toute petite minorité de jeunes intrépides qui va vouloir se venger des destins des rois catholiques avec les moyens de leur temps, donc la piraterie, en s'alliant aux ennemis des rois catholiques. Donc ils sont une petite minorité, et donc je disais que la grande majorité va... Avec les bandeaux là, et les pirates. Oui, Les vrais pirates. oui. Je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure si vous voulez. Et donc, ce sont surtout les pays musulmans du pourtour méditerranéen qui vont accueillir les Juifs, en particulier l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, où le sultan Badajet II va être ravi d'accueillir ces Juifs parce qu'il sait qu'ils vont booster son économie. Et à peu près la moitié, 50% de ces 200 000 qui vont aller en Turquie, enfin dans l'Empire ottoman. Donc le sultan va même envoyer des bateaux sur les côtes espagnoles pour récupérer les populations pour venir dans son pays. Il va y avoir beaucoup de Juifs, à peu près 20 000, qui vont aller vers la régence d'Alger. La régence d'Alger, c'est le nom de l'ancienne de l'Algérie, de l'ancienne Algérie. Ils vont aller à Alger, Oran, Tlemcen. Ils vont d'ailleurs rejoindre des ancêtres, des membres de leur famille, des grands-parents, des arrière-grands-parents, qui sont venus un siècle plus tôt, après les baptêmes sanglants de 1391. Voilà. Et puis, on va avoir aussi à peu près 20 000 Juifs qui vont aller vers le Maroc, qui vont aller au Maroc. Une parenthèse, excuse-moi. Si vous voulez lire un bouquin vachement intéressant sur justement les Juifs pirates des Caraïbes, c'est un bouquin, je l'ai retrouvé, je me souviens plus. C'est les pirates juifs des Caraïbes qui est écrit par Edward Chrysler. Alors, il y en a. Voilà, donc c'est ça. Et il y a une forte communauté sur Venise aussi. La création de Venise aussi. Venise a été tenue par sur les. Enfin, c'était la plus importante. Donc, je reviens aux Juifs du Maroc. Ils sont à peu près 20 000 Juifs allés au Maroc. Ce sont donc ils arrivent dans des conditions malheureuses, démunis, affamés, démoralisés, après avoir subi les pressions de capitaine pendant le voyage pour se convertir, même à une poiquée, subissait ces pressions. Et en fait, ce sont les plus pauvres, les plus démunis qui ont fait le voyage le plus court et le moins onéreux. Ils sont accueillis favorablement par la dynastie alors en place, la dynastie des Banu Abbas, et par leurs frères indigènes, qu'on va appeler les Toshabim, par opposition. Ces frères leur viennent en aide aussi, voilà. Donc ces Juifs au Maroc, dont je m'attachais, puisque mon ancêtre est né à Tétouan au Maroc, maintenant je m'attache aux Juifs ayant vécu au Maroc. Ils s'installent, ils retrouvent peu à peu leur aura, leur prospérité économique, leur épanouissement religieux. Ils conservent aussi bien évidemment leur style de vie, leur rite,
leurs usages judéo-espagnols dont ils sont très fiers. Ce sont des Européens cultivés, fiers donc de leur origine, de leur prétendue noblesse espagnole, comme je vous le disais, et ils rayonnent sur tous les Blancs et ils acquièrent vite une ascendance sur les Juifs clochadiers. On va trouver des lignées de rabbins célèbres parmi eux, comme les rabbins, le rabbin Chaim Bibas, qui va fonder une yeshiva célèbre dans toute l'Afrique du Nord. Isaac Ben Walid aussi, dont on célèbre encore chaque année la Idoula à Tétouan. Mais leur situation va vite se détériorer. La situation de ces Juifs se détériore dès le début du XVIIe siècle, et ceci pour deux raisons. D'abord, on a en 1609 l'expulsion des moriscos d'Espagne. Alors, les moriscos étaient ces musulmans qui s'étaient convertis plus ou moins sincèrement, de gré ou de force, pour rester en Espagne, et donc en 1492. Et donc, en 1609, les autorités ecclésiastiques et royales décident de les expulser en grand nombre, évidemment, et ils vont s'installer où? Sur les côtes nord-africaines, tout le long des côtes nord-africaines, en particulier au Maroc, et plus précisément à Tétouan, où ils sont 10 000 à venir s'installer. Et évidemment, ils vont créer un déséquilibre démographique en leur faveur. Et donc, pour cette raison, les Juifs ils vont commencer à moins bien vivre, puisqu'ils vont être un petit peu jalousés voilà, par les musulmans en raison de ce déséquilibre démographique. Il y a aussi une autre raison, c'est qu'on est au XVIe siècle, c'est l'époque des grandes colonisations, et on a les attaques des grandes puissances comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, qui vont s'attaquer aux ports marocains et organiser le blocus des ports marocains. Pourquoi? D'abord pour lutter contre la piraterie, puisque les pirates empêchaient la libre navigation en Méditerranée et se réfugier dans ces ports marocains et en particulier à Tétouan. Les puissances étrangères voulaient aussi renforcer et établir de nouvelles places fortes, des présides au Maroc. Ils voulaient aussi coloniser le Maroc. Donc voilà pourquoi le Maroc, les côtes marocaines sont attaquées, pourquoi les ports marocains sont bloqués, et donc les Juifs vont être rendus responsables de toutes ces disettes qui sont engendrées, de toutes les famines qui sont engendrées, et ils vont être donc punis pour cela. Ils vont devenir les souffres-douleurs, les boucs émissaires des musulmans. Ils vont subir toutes sortes d'exactions, des pillages, des assassinats, des viols, des tentatives de conversion, et ils vont être soumis bien évidemment à des taxes exorbitantes et ils vont être de plus en plus imposés. Alors quelques dates pour éclairer ce que je viens de dire. En 1792, on a dans le sud marocain, on a 50 chefs de famille qui sont brûlés vifs parce qu'ils refusent de se convertir. En 1807, le sultan fait détruire le Mellah, le quartier juif de Tétouan, qu'on appelle aussi la Poudrière en espagnol. Donc, il fait détruire et il renvoie les juifs orphelins. L'année d'après, 1808, il autorise les juifs à construire un quartier juif en dehors de la ville, mais surtout, il va rétablir avec beaucoup plus de sévérité et de méchanceté le statut humiliant de djinni. Et il va l'imposer donc avec beaucoup plus de sévérité et priver les juifs de toute leur liberté fondamentale. En 1822, on va avoir de nouveau le quartier juif qui va être pillé, attaqué, et on va avec des assassinats de juifs. Entre-temps, entre 1818 et 1819, on a une très forte épidémie de peste qui s'attaque à Tétouan. Et évidemment, la peste, la maladie, s'attaque aussi bien aux musulmans qu'aux juifs, mais les juifs sont rendus responsables de cela. Donc, les juifs devenus djinnis, humiliés, soumis, rappelés
type la fuite et l'exil, pour échapper donc à la précarité de leurs conditions sociales, économiques, sanitaires, sécuritaires et religieuses. Et à ce moment-là, beaucoup de juifs vont, du nord du Maroc, de Tétouan en particulier, vont fuir vers l'Algérie. L'Algérie précoloniale, c'est-à-dire avant la colonisation de 1792, et l'Algérie coloniale ensuite, et en particulier vers Oran. Et là, ce n'est pas un hasard. D'abord parce que Oran ne se trouve qu'à 300 km à Val-d'Oisel. Oran avait vu déjà l'arrivée de Juifs en 1391-1492. Oran avait été aussi occupé par les Espagnols de 1509 à 1792 avec une interruption entre 1708 et 1732. Et donc ils avaient laissé ces Espagnols des façons de vivre très hispaniques auxquelles n'étaient pas insensibles ces Juifs d'origine espagnole. Il y a aussi une autre raison, c'est que, par exemple, les autorités françaises ont encouragé l'émigration de ces Juifs d'origine espagnole vers l'Algérie. En 1859, par exemple, il y a eu la guerre hispano-marocaine, et en prévision des attaques des troupes espagnoles du port de Tétouan, beaucoup de Juifs tétouanais, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être rendus responsables, beaucoup de Juifs espagnols, tétouanais, sont allés se réfugier à Gibraltar. Et là, les autorités françaises ont fourni des passeports gratuitement à ces Juifs tétouanais pour venir s'installer en Algérie. Est-ce que vous voyez pourquoi ils ont fait ça? Par souci humanitaire. Non, pas du tout. C'était pour essayer de développer les comptoirs. Essayer d'établir un contrepoids démographique à la population musulmane. Si on a perdu, enfin, si l'Algérie est devenue indépendante et que la France n'a pas pu la garder, c'est parce qu'il y avait un déséquilibre démographique. Jamais la démographie française n'a pu rattraper la démographie indigène musulmane. Donc voilà. Donc pour essayer d'amener une population qui leur serait reconnaissante, et donc ils ont fourni des passeports gratuitement à ces Juifs qui évidemment sont venus en Algérie. Donc en Algérie, les descendants des Négo Hachim retrouvent leur liberté religieuse, sociale, économique, leur liberté d'entreprendre aussi. Ils cultivent encore et conservent leur tradition ancestrale judéo-espagnole. Ils deviennent citoyens français, tout en subissant l'antisémitisme, l'antijudaïsme des colons. Ils sont en grande majorité prolétaires mais travailleurs et arrivent à devenir petits propriétaires à la fin de leur vie. Voilà, tel était le cas de mon ancêtre. Donc on voit que la biographie de Maurice constitue l'axe central du livre, auquel se greffent d'autres axes secondaires plus ou moins importants, des histoires ou des anecdotes qui font revivre l'histoire des épisodes connus ou moins connus de l'histoire générale des populations du bassin méditerranéen. Et en particulier, je rappelle l'histoire des pirates juifs. Voilà, des pirates juifs avec des figures légendaires comme celle de Simen Reis ou Simen le Juif, qui était l'allié de Barberousse. Et il avait même épousé une sœur de Barberousse. Je rappelle aussi la figure de Samuel Palache. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était un rabbin pirate. Voilà. Et qui était né à Fès. Je rappelle aussi la figure de David Abravanel, à qui manquait une jambe et qui sautait avec sa jambe de bois d'un filin à l'autre plutôt, et qui était né en 1580 et qu'on appelait le capitaine Davis dans la marine anglaise. Donc figures comme celle de Dag de Gabay, Oshro Mendez, Manuel
Teshuva, il est parti se réfugier à Safed. Alors il existe des vestiges de ces pirates. Hein. À Brighton, la capitale de la Barbade, on retrouve la tombe d'un pirate qui s'appelle Jacob Machia et celle de son épouse Déborah. Alors on voit bien que c'est une tombe de juif puisqu'il y a une Magen David, mais la tombe comporte aussi l'emblème des pirates, à savoir les deux fémurs croisés. Donc voilà, ces pirates avaient aussi des bateaux non emblématiques comme le prophète Samuel, la reine Esther, Yerushalayim, Azeltov, David, Zebulon, voilà, c'était les noms qui donnaient à leur bateau. Là, ce n'étaient pas des pirates sans foi ni loi, parce qu'ils refusaient de s'attaquer aux côtes du sud de l'Europe, de Provence, d'Italie, et d'enlever les populations pour les vendre, des populations chrétiennes, et de les vendre comme esclaves, comme le faisaient les barbares. Non, au contraire, à bord, ils pratiquaient la tzedaka et la kashrut. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, leur objectif, c'était de quoi? C'était de se venger des rois catholiques avec les moyens de leur temps, en s'alliant donc aux ennemis des rois catholiques. Le livre permet de rappeler aussi l'histoire de Solika Chouel. Je ne sais pas si elle est des personnes d'origine marocaine, mais Solika, voilà, donc vous connaissez l'histoire de Solika Chouel, qui était cette jeune dangéroise qui a été décapitée à l'âge de 16 ans parce qu'elle refusait de se convertir et d'épouser un musulman. Je rappelle l'histoire de Amina Meloul, cette courtisane maîtresse du bey d'Oran qui a été brûlée vive à Oran donc en 1813 avec ses enfants. Je rappelle ce qu'a été le Purim d'Oran. Je ne sais pas si les Oranais savent ce que c'est que le Purim d'Oran, qui a été célébré justement parce que, à cause d'un miracle. Les Juifs n'ont pas été exterminés à Oran grâce à l'arrivée des Français. Et puis, je rappelle aussi ce qu'a été l'affaire Mortara. Enfin, voilà, donc ça permet de rappeler plein de petites histoires. Voilà, pour en terminer avec cette question, Jean-Marc, j'ajoute que la biographie de Moïse permet encore de rappeler les différentes coutumes judéo-espagnoles aux différents moments clés de la vie juive. Et justement, en conclusion, que peut-on nous dire du judaïsme en terre d'islam, plus particulièrement en Algérie, qu'as-tu appris au cours de toutes tes investigations? Alors, la biographie de Moïse constitue aussi le prétexte pour rappeler quelle a été la situation des Juifs en terre d'islam et leur évolution positive en Algérie malgré l'antijudaïsme ambiant. Comme vous le savez, comme dans tous les pays musulmans, hein, les Juifs en Algérie étaient des dhimmis, c'est-à-dire qu'ils relevaient de cet infamant et dégradant statut de la dhimma, dans lequel les musulmans tenaient les Juifs plus ou moins enfermés, plus ou moins strictement enfermés, plus ou moins cruellement enfermés, depuis le légendaire et triste pacte d'Omar établi aux environs de l'an 15 de l'Égypte, c'est-à-dire 637 du calendrier bulgare. Et donc les musulmans appliquaient aux Juifs toutes sortes de contraintes, de restrictions, de mesures discriminatoires sur le plan économique, social et religieux, comme d'ailleurs à tous les non-musulmans, c'est-à-dire comme aux chrétiens aussi. Et tout ça, il mérite d'être protégé. Il fallait être soumis à l'islam pour être protégé. Et donc la situation des Juifs dépendait du bon vouloir et de l'intérêt du sultan alors en place, selon les régions et les époques. Et les Juifs donc pouvaient vivre en terre d'islam à condition d'être soumis, d'accepter d'être inférieurs et d'accepter